BFM Business. Toute l'info éco et business à la mi-journée. 60 minutes business. Guillaume Paul. Allez, midi 13, on est de retour dans 60 minutes business au Palais Brongniart. On va prendre de la hauteur parce que nous sommes ici à la 15e édition du salon USI, édition 2022, United Source of Inspiration. C'est un événement organisé par le groupe Octo Technologies dont on accueille déjà, et je le salue, le directeur général Ludovic Cinquin. Bonjour Ludovic. Bonjour. Bienvenue. Ça fait 15 ans que vous organisez cet événement. Absolument. Un peu partout, dans Paris. Ça réunit des experts de renommée internationale pour évoquer les grandes problématiques du moment, accompagner les entreprises dans la compréhension des enjeux contemporains. J'ai regardé rétrospectivement, on a parlé de plein de choses ces dernières années. On a parlé travail du futur, éducation, physique quantique, urgence environnementale. Oui. Et cette année, on parle des chocs. Oui. Je salue au passage notre deuxième invité, on est heureux de l'accueillir, c'est David Elbaz, l'astrophysicien qui est avec nous. Bonjour David. Bonjour. Bienvenue. État de choc, que faire dans l'après-coup? Parce que on évoque avec vous cette année, oui aussi c'est le sujet du moment, ces chocs qui, je vais dire d'ordinaire, avaient la décence de s'espacer dans le temps, mais que nous avons cumulé d'une certaine façon ces dernières années. Voilà, choc sanitaire, choc géopolitique, choc économique, choc environnemental. C'est quelque chose d'assez inédit pour nous finalement, hein, cette accumulation de chocs, Ludovic. Hein. On le redécouvre. Je pense Oui. que au Moyen-Âge, j'imagine que les gens vivaient des chocs successifs, mais oui, on a vécu dans l'illusion sur les dernières décennies qu'effectivement les chocs c'était quelque chose qui devenait rare. Et puis sur les 10 dernières années, on se rend compte que ça s'accélère un petit peu, effectivement. Ça s'accélère un petit peu. Alors on va parler un petit peu de cette problématique. Octo Technologies, on fait le pitch quand même en quelques secondes. Oui, Octo Technologies est un acteur du conseil en technologie, comme son nom l'indique, et nous aidons nos clients à relever les challenges qui sont liés à la technologie, à la méthodologie et au changement culturel lié au digital. Et tout ça est évoqué ici pendant 2 jours sous le prisme des nouvelles technologies, des sciences, de la psychosociologie. Ce sont tous les profils d'experts qui vont se succéder ici pour des ateliers, des tables rondes. Hein, absolument, des conférences. Ouais. Et donc on a même des astrophysiciens qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre. Ouais. Nous avons des sociologues, des philosophes, des gens qui viennent du monde de la technique, évidemment, mais on essaye d'avoir des regards assez éclectiques pour décoder les enjeux du monde moderne. On aura celui en particulier de David dans un instant, mais ces chocs, la problématique c'est de dire quoi ici finalement? On peut parler contre évidemment. Comment est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on s'en accommode? C'est ça l'idée fondamentale. Alors, on a un des speakers les plus connus de l'édition qui s'appelle Nicolas Nassim Taleb, qui a écrit un livre qui s'appelle Antifragile, qui nous a évidemment inspiré pour la construction de cette édition, parce que la thèse de ce livre, c'est de dire il y a 3 qualités, le fragile, le robuste et l'antifragile. Donc le fragile, on casse quand il y a un choc, le robuste, on casse pas quand il y a un choc, et l'antifragile, on se renforce quand il y a un choc. Et une des thèses qu'il défend dans son livre et qu'on explore dans cette conférence, c'est que le propre du vivant, c'est l'antifragilité. Pour devenir un sportif de haut niveau, en fait, on détruit ses muscles. En fait, le corps, le vivant, se construit sous l'effet du stress, et il faut associer le stress et le repos. Quand on a trop de choc, là, ça commence à devenir un peu problématique. Sauf que là, le choc devient le quotidien. C'est notre enjeu. C'est notre enjeu. Voilà. Comment on va trouver des éléments qui vont nous permettre de s'adapter au choc, de continuer à avancer malgré ces événements un peu particuliers. Ouais. Et ça fait partie des questions que vous posez, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois que le choc est passé? Est-ce qu'on essaie de revenir au temps d'avant? Est-ce qu'on joue la résilience? Ou alors est-ce qu'on doit, est-ce qu'on peut, ou est-ce qu'il faut finalement essayer de s'adapter à cette nouvelle donne et en tirer profit dans la mesure du possible? Alors je pense qu'on est dans une époque où de toute façon on ne reviendra pas au monde d'avant. On ne reviendra pas au monde d'avant. Alors il y a eu ce débat pendant la pandémie qui était l'avenir, le rêve du monde d'après, qui allait être plus beau, plus humain, plus partagé. On se rend compte qu'il tarde un petit peu à arriver, mais de toute façon, on est dans la matrice de quelque chose de nouveau qui est en train de se former, qui est dur à décoder et qui sera enfanté par les chocs que l'on vit aujourd'hui. Ça fait partie effectivement de l'adaptation. David Elbaz, quand on s'est parlé pour préparer cette émission, de ce que vous m'avez dit, j'ai cru comprendre que finalement ces chocs, c'est toute l'histoire du monde. Oui.
Oui, tout Rien à de fait. plus finalement. En fait, c'est vraiment intéressant parce que là, on est confronté à un choc entre le temps de l'univers, le temps de la planète, par exemple le réchauffement climatique, on pense aux âges géologiques, et puis tout d'un coup, ça nous concerne à l'instant. Les jeunes se disent, je vais peut-être pas faire d'enfants du fait de ce qui est en train de se passer maintenant. Alors, qu'est-ce que nous enseigne l'univers par rapport à ça? C'est qu'il y a eu une explosion, le Big Bang, il y a 13,8 milliards d'années, il y a des étoiles qui explosent, il y a des chocs un peu partout. Et il y a une forme de résilience de l'univers qui est capable d'engendrer des structures de plus en plus complexes jusqu'à la vie, depuis le premier atome, qui peut paraître contradictoire avec l'idée qu'on pouvait avoir que le monde tend vers toujours plus de désordre. Et ça, c'est un enseignement qu'on peut prendre pour voir qu'on est en train de vivre une transition effectivement inévitable, mais qu'on peut accompagner si on va dans le sens du courant. Alors, quel est le sens du courant? C'est ça la question. Le sens du courant, voilà. C'était la question d'après. Oui, tout à fait. Alors, par rapport à cette question-là, on s'aperçoit par exemple qu'il y a, on est en ce moment-là en train de se déplacer à 800 000 km/h dans notre galaxie. Oui. D'accord ? Et on participe à une vague qui va engendrer des étoiles. On est en train, nous, là, de donner naissance à de nouvelles étoiles sans le savoir. C'est-à-dire que le mouvement cohérent de 100 milliards de galaxies rappelle un peu le mouvement cohérent des 100 milliards de neurones que j'ai dans mon cerveau au moment où je vous parle. Et prendre un peu de recul pour étudier ces transitions-là à l'échelle de l'univers, c'est une façon aussi de prendre un peu de recul sur cette éco-anxiété qu'on est en train de vivre aujourd'hui et pour s'apercevoir que finalement, il est possible que les transitions qu'on est en train de vivre puissent aller vers quelque chose de mieux. Et ça, pour moi, c'est fondamental de s'appuyer sur le regard de la science pour essayer d'extraire des principes qui nous amènent vers quelque chose de mieux. Je ne sais pas si vous savez, vous avez vu l'image de Sagittarius A star, le trou noir au centre de la Voie lactée. Pourquoi s'appelle-t-il star avec une étoile? Parce que le découvreur Robert Brown, en 1982, il était tellement excité par la potentialité de découverte de cet objet-là qu'il a appelé ça star parce que quand un atome est excité, l'hélium excité, on appelle ça l'hélium star. Ça caractérise pas du tout l'objet, ça caractérise son excitation. Et donc pour moi, on doit vivre un choc star. Le choc des temps, on doit le transformer en choc star qui éclaire et qui nous amène vers quelque chose d'autre. David, on apprécie votre optimisme. Vous allez parler, je crois, tout à l'heure à 14h30. Comme tous les intervenants, vous allez parler à des dirigeants d'entreprises du CAC 40 et du SBF 120. Oui. Qu'est-ce que vous allez leur dire à eux qui ne regardent pas aussi loin que vous, mais qui sont à court terme sur leur business plan et sur leur cours de bourse? Pardon, mais voilà, qu'est-ce que vous leur dites à eux? En fait, ce qui est intriguant, c'est qu'on n'a pas accès à l'univers qui est loin de nous. C'est totalement inaccessible. Quand on regarde l'univers, on regarde l'histoire du monde. On ne voit pas le présent. Et qu'est-ce que nous dit cette histoire? Elle nous dit qu'est-ce qui fait que le temps change. Qu'est-ce qui fait que les choses sont irréversibles et qu'on ne peut pas revenir en arrière? Et donc ça nous enseigne que l'idée de contrecarrer le cours du temps, c'est un mythe. Et ça nous enseigne qu'il y a des principes. Je vais vous donner juste un exemple. En 1930, Max Kleber étudie les animaux et il découvre une loi qui relie le métabolisme d'un animal avec sa masse, qu'on appelle la loi de Kleber. Nous venons de découvrir qu'il existe la même loi à l'échelle de l'univers. Et donc on peut utiliser l'univers comme une sorte de microscope qui révèle des principes qui sont là, qui régissent le monde d'aujourd'hui et auxquels on n'échappe pas. Je pense que la science fondamentale joue un rôle majeur parce qu'elle joue avec des échelles de temps qui vont des fractions de secondes jusqu'aux milliards d'années et qui sont toutes interconnectées. C'est ça la difficulté d'aujourd'hui. Le choc principal pour moi, c'est cette collision entre des échelles de temps qui ne se parlaient pas avant. Et qui vont s'appliquer à l'économie, à la politique, à la société. Concrètement, avec quels enseignements ils vont ressortir tout à l'heure de votre entretien, de votre table ronde de ces chefs d'entreprise? Ce que j'aimerais qu'ils retiennent comme enseignement, c'est qu'il y a une vision, on peut avoir une vision beaucoup plus optimiste d'un monde à construire qui s'inspire du fait qu'on s'inscrit dans une histoire où cette transition qu'on est en train de vivre aujourd'hui est presque souhaitable. Et qu'elle s'inscrit dans la continuité d'une histoire qui remonte à 13,8 milliards d'années. C'est pas nécessairement un enseignement sur qu'est-ce que je dois faire mercredi à 14h30, mais c'est plus une question de perspective. Le monde dépend du regard qu'on porte sur lui et se transforme avec le regard qu'on porte sur lui. Donc c'est surtout le regard qui va me concerner. C'est un peu le message, j'ai l'impression, que vous voulez faire passer à travers toutes ces rencontres. C'est dans une époque caractérisée par l'absence d'époque, justement. Il n'est pas vain de vouloir se projeter, de créer, d'innover. C'est aussi ça le message fondamentalement. Oui, tout à fait. Et pour rebondir sur ce que disait David, pendant sa scolarité, on fait de la philosophie, de l'histoire, de la géographie, et puis finalement, ça ne sert pas
fondamentalement dans la vie économique, mais ça fait de nous des citoyens, ça fait de nous des meilleures personnes. Et l'objectif de l'USI, c'est un peu ça, c'est d'être le socle de l'humanité des décideurs et des managers, parce que à un moment donné, on fait des jobs qui sont compliqués, on a quand même le nez un peu dans le guidon le plus souvent, et se nourrir, enrichir sa culture managériale, mais aussi s'inspirer par d'autres horizons, c'est quelque chose qui, à mon sens, devient très clé aujourd'hui. Ouais. Parce qu'il faut qu'on prenne du recul, il faut qu'on se pose des questions, et pour se poser des questions, il faut s'être enrichi à des influences différentes. Je ne sais pas si la conférence de David va changer quelque chose demain dans la tête des managers qui vont y assister, mais je pense que ça va planter des petites graines qui vont pousser au bout d'un moment. Vous voudriez que ça change quoi à long terme, que ça infuse de quelle façon dans l'esprit des dirigeants qui viennent vous voir aujourd'hui? Alors, dans les thèmes... Vous êtes là pour porter un message d'espoir fondamentalement ici. Voilà, je suis venu pour porter un message d'adaptation, c'est-à-dire qu'à un moment donné, c'est ce qu'on disait, nager à contre-courant, c'est fatigant. Donc il faut embrasser le courant et puis s'abandonner à son flux. Chez Octo, on a été une des premières entreprises à mettre en place les méthodes agiles en France, et c'est exactement ça. C'est-à-dire à un moment donné où on peut plus contrôler ce qui se passe parce que le monde est devenu très complexe, et ben en fait c'est comment on fait de l'abandon au flux du monde une force en fait. Et je pense que c'est un des sujets qu'on va largement aborder à cette conférence. Mais c'est pas simple pour un chef d'entreprise, hein, David. Je ramène nos priorités à nous, BFM Business. Chef d'entreprise, c'est un discours qui doit porter quand même. Vous savez, c'est un discours qui date de longtemps. Ce que les Chinois appellent le wu wei, le non-agir. On pourrait croire que c'est le fait de ne pas agir. En fait, non, c'est de ne pas agir à contre-courant qui vous donne une plus grande force, la force de la goutte d'eau qui part avec le fleuve. Oui. Mais si vous ne savez pas dans quel sens va le fleuve, vous allez nulle part. Alors vous allez me dire, mais l'univers, qu'est-ce qu'il a à nous dire dans tout ça? C'est un microscope. Tout ce qu'on est en train de dire là, c'est qu'il faut essayer de voir quel est le sens du courant, l'accompagner, plutôt que de se dire freinons et essayons de faire que ça arrive plus tard. C'est pas ça le mouvement. Il faut l'accompagner. Il est inévitable. On va changer de société. Oui. C'est inévitable. Les ressources naturelles sont pas inépuisables. Oui. Notre façon de vivre va être... Mais par contre, si on arrive à se rendre compte que la façon de vivre va être pour chaque individu meilleure, tout en étant en accord avec les autres. Alors bien sûr, quand on voit ce qui se passe aujourd'hui dans le monde, on a tendance à penser qu'on en est loin. Oui. Mais c'est exactement ce qu'on voit dans un verre d'Alka-Seltzer. Ça bouge dans tous les sens, c'est de la turbulence dans une galaxie. Mais le résultat, c'est ça qui compte. Là, vous allez vous adresser à des chefs d'entreprise, mais qu'est-ce que vous diriez aux citoyens lambda de cette planète finalement? Pour moi, le citoyen lambda, aujourd'hui, je vois des jeunes qui sont traumatisés par la crise. Je vois des jeunes qui disent qu'ils ne veulent plus faire d'enfants parce qu'ils ont peur de ce qui va se passer au niveau de la planète. Des gens qui se disent c'est la fin du monde dans 3 ans parce qu'ils n'ont pas nécessairement bien compris le message du GIEC. Dans le message du GIEC sur le réchauffement climatique, il y a un message d'optimisme. On a les moyens en agissant ensemble. Et pour moi, ce que je trouve génial, c'est que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, nous disposons d'un moyen de communication à l'échelle planétaire, Internet. Oui. Nous sommes confrontés à des problèmes planétaires et la prévision des Nations Unies, c'est une stabilisation de la population mondiale dans quelques décennies, c'est-à-dire un état adulte du biosystème humanité. On est là face à un enjeu nouveau qui est d'agir à une échelle qui dépasse celui des nations. Oui. Et ça, pour moi, pour les jeunes générations, je trouve que c'est formidable. On va être les témoins d'une transition majeure de notre civilisation vers quelque chose qui peut être beaucoup plus puissant, mais qu'on ne sait pas précisément nommer. Voilà. Ludovic, d'accord avec ça? Ah oui, absolument. Enfin, la personne qui a ouvert la première édition de l'USI en 2008, c'était Michel Serres, et je me souviens de ses phrases où il disait il y a eu 3 grands moments dans l'histoire de l'humanité. Est-ce que vous imaginez à l'époque faire 15 éditions? Voilà, vous disiez qu'il y aura largement la matière pour dans 15 ans. On n'imaginait rien quand on lance un événement comme ça à la première édition, mais quand ça marche, après on embraye. Mais donc il disait qu'il y avait eu 3 grands moments, l'invention de l'écriture, l'invention de l'imprimerie et l'invention d'Internet. Donc on vit une époque qui est absolument incroyable, enfin comme pratiquement aucune génération n'a vécu, et c'est quelque chose à saisir. Alors de temps en temps c'est anxiogène, on voit pas que des bonnes nouvelles, mais c'est un monde en construction. C'est un monde absolument passionnant. Et je me souviens d'une phrase d'un monsieur qui s'appelle Maffesoli qui disait la fin d'un monde n'est pas la fin du monde. Et je pense que c'est ce qu'on vit. Il y a un monde qui est en train de finir, mais ça n'est pas la fin du monde. C'est la fin de notre monde, et ça nous oblige à nous reconfigurer, à réinventer quelque chose, et c'est ça qui est enthousiasmant. Mais comme vous dites, David, il faut déjà passer le stade de la sidération. Est-ce que le monde a passé le stade de la sidération de ces chocs qui, je le disais, par le passé avaient la décence de s'espacer, et là pas du tout finalement? On est encore dans la sidération aujourd'hui pour vous, très clairement? Vous savez, j'avais rencontré l'écrivain José Saramago un jour. Il m'a dit
vous savez qu'on a découvert le chaînon manquant entre l'animal et l'être humain. Je dis non. Il me dit c'est nous. Et tout est dit, finalement. Il nous reste quelques secondes. Alors pour rappeler, peut-être donner quelques noms, donner quelques-uns des grands thèmes qui vont animer ici le Palais Brognard pendant 2 jours à UCI 2022. Ludovic, en fait, nous rêver un petit peu. On a là. beaucoup d'intervenants. On aura un mentaliste ce soir qui va nous décoder le fonctionnement du cerveau. On a accueilli un neurochirurgien, Lionel Nakache. Ouais. On a Nassim Taleb, donc, qui est assez connu pour avoir publié 2 livres, Le Signe Noir et Antifragile. On va avoir donc on a quelqu'un qui était un grand sportif qui a subi un accident et qui lui a révélé des capacités insoupçonnées. J'oublie évidemment plein de gens et oui, Voilà, oui. éventail de toutes sortes. Ouais. Sociologues, Quelque chose de très riche, physiciens. de très éclectique, et c'est notre marque de fabrique. Merci à tous les deux en tout cas d'être passés nous voir pour nous faire le pitch. Voilà, je vous disais qu'on allait prendre de la hauteur, je vous avais pas menti. On est ici à UCI 2022 et on va rester jusqu'à 13h en direct sur BFM Business. Merci beaucoup Ludovic Cinquin, directeur général d'Octotechnologie. Merci beaucoup David Elbaz. Et puis un bouquin, La plus belle ruse de la lumière, c'est aux éditions Odile Jacob, qui nous parle un petit peu de tous ces thèmes d'une certaine façon. Oui. Merci beaucoup d'être passés nous voir et d'avoir mis, comme on dit, l'église au milieu du village d'une certaine façon. Merci messieurs.